Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième émission de la semaine consacrée à l'agriculture, à la gastronomie et aux gastronomades qui ont lieu ce week-end à Cara. Alors, les gastronomades, tout le monde connaît, c'est ce rendez-vous qui fait venir des chefs et des producteurs de toute la France. Et nous sommes réunis là pendant un petit quart d'heure avec la Chambre d'agriculture pour mettre en valeur nos agriculteurs charentais, leurs produits et les restaurateurs qui ont aussi décidé cette semaine de mettre à l'honneur les plats, les produits de nos producteurs à leur menu. Alors, sur le plateau, aujourd'hui, c'est le chef Victor de Abrio, je crois que je prononce plus ou moins bien, à l'auberge des Fins Bois à Rouillac. Vous nous avez préparé un sauté de bœuf, vous nous raconterez tout à l'heure, vous nous donnerez la recette. Et puis, pour parler de la filière bœuf, nous avons invité deux agriculteurs. Alexandre Migné, vous êtes éleveur de vaches à Magnac-la-Valette. C'est ça. Et Jean-Bernard Salat, vous êtes éleveur de vaches, vous, à Saint-Germain-de-Montbron. Également. Alors, je vais commencer par vous. Vous avez 46 ans, vous élevez une grosse centaine de vaches pour la viande essentiellement, et vous êtes tout seul dans votre exploitation à Saint-Germain-de-Montbron, je le disais tout à l'heure. Alors, expliquez-moi, comment vous choisissez vos races de vaches? Je crois que vous avez choisi la Limousine et la Blonde d'Aquitaine, il y a une raison à ça? Alors, j'ai j'ai de la Blonde d'Aquitaine sur l'exploitation, puisque mes grands-parents avaient de la Blonde d'Aquitaine, donc j'ai continué cet élevage, et j'ai développé la Limousine, je suis au pied de la Charente-Limousine et c'est la race locale et qui se commercialise le plus facilement. D'accord. C'est aussi une question de rendement la Limousine comme la Blonde d'Aquitaine sont des races qui sont faites et sélectionnées pour faire de la viande. Et comme je suis producteur de viande, c'est pour maximiser les carcasses pour pouvoir faire des belles carcasses de viande. Alors, nous, on a l'impression que en tant que Français, on mange quand même beaucoup de bœuf. Et puis, vous dites quand même qu'il faut rééduquer les consommateurs. Les consommateurs, non, justement, ils n'ont pas le goût de la viande. Pourquoi? Alors, quand on dit qu'on mange trop de viande, en France, c'est pas vrai. On en mange moins que les préconisations de l'OMS, puisqu'on est à peu près à 300 grammes de viande au lieu des 500 grammes préconisés. Et on a la chance d'avoir de la viande de qualité en France, produite avec différentes races. Donc voilà, alors vous dites aussi que la viande européenne n'est pas un gage de qualité. Alors pourquoi est-ce que la viande française, elle, serait plus un gage de qualité? Parce qu'aujourd'hui, les règles d'élevage à la française, qu'on soit sur toute production animale, respectent des règles sanitaires strictes où les précautions sont prises depuis le départ. L'identification, les animaux sont identifiés dans les 7 jours après leur naissance. Ils ont un passeport qui les suit toute leur vie jusqu'au moment qui va jusque chez le boucher ou la grande distribution où on peut trouver de la viande. Donc voilà, aujourd'hui on a cette traçabilité. Des pratiques des éleveurs pour réduire l'impact, que ce soit l'utilisation des antibiotiques, puisque en l'espace de 5 ans, on a tout de même réussi à réduire de 44% l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages, par des précautions qu'on prend depuis la naissance jusqu'à l'abattage de nos animaux. Alors, vous, est-ce que, donc vous dites qu'il y a des règles à respecter que vous respectez, par exemple, vous n'avez pas le label rouge, mais vous dites que c'est pas gênant, votre viande, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas meilleure ou aussi bonne que celle qui a le label rouge. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas avoir le label par rapport à mes réseaux de commercialisation, puisque je vends dans les réseaux de commercialisation, je n'ai pas de valorisation supérieure, donc j'ai fait le choix de ne pas avoir de label. Mais la viande que je produis, je respecte les mêmes règles de bien-être animal, de conditions d'élevage que n'importe quel vache élevée sur le territoire.
Après, il y a effectivement un cahier des charges et ce qui aujourd'hui fait que je ne bascule pas en label, c'est une certification sur une origine d'un aliment que je ne peux pas certifier qu'il est sans OGM. Alors qu'il n'en a pas, mais voilà, vu que j'ai pas cette certification, je ne peux pas certifier et répondre au label. Mais voilà, après, c'est aussi des choix économiques sur nos entreprises. Alors, on parlait de conditions de vie des animaux dans votre ferme. Comment ils vivent, vos animaux, dans la ferme? Eh bien, moi, aujourd'hui, la majorité du temps, ils sont en extérieur, puisque aujourd'hui, les vaches... Leur principale activité, c'est de pouvoir manger de l'herbe à l'extérieur, bien que l'année 2022 a été un peu compliquée en termes de climat. Ils sont hivernés l'hiver pendant les mauvais jours, et là, c'est le travail qu'on est en train de faire sur nos exploitations, de les rentrer en bâtiment. Alors, on les voit d'ailleurs à l'image en ce moment, là, c'est vos vaches. Et donc là, pendant 5 mois à peu près, on va leur apporter l'alimentation qu'ils ne peuvent pas les chercher eux-mêmes à l'extérieur, sous différentes formes. Alors moi, j'ai fait le choix d'avoir une multitude de productions, du foin, de l'enrubanage, du maïs, du sorgho, du métail, voilà. Et tout ça, vous le produisez vous-même sur vos terres? Alors aujourd'hui, 95% de l'alimentation que reçoivent mes bovins, mes vaches, sont issus de mon exploitation. Alors je peux pas, les 5%, c'est quelque chose que je ne peux pas produire sur mon exploitation, donc je suis obligé de le prendre à l'extérieur. Mais oui, aujourd'hui, 95% du volume est produit sur ma ferme, que ça soit, comme je disais, du foin, mais aussi des céréales, parce que pour engraisser des bêtes et pour rendre la viande savoureuse, et il faut que les bêtes, elles soient, il faut les complémenter. D'accord. Alors, vous êtes tout seul sur votre ferme, mais vous, Alexandre Minier, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes 3. Oui. C'est une ferme familiale, vous travaillez avec votre frère et votre père. Donc, votre frère est d'ailleurs venu avec vous et vous accompagne. Vous avez 330 animaux, je crois, sur la ferme. Voilà. Alors, quand on est 3 comme ça dans une ferme familiale, chacun a son rôle. Quel est le rôle de chacun? Quel est votre rôle à vous, par exemple, et celui de votre frère? Donc moi, mon rôle, entre guillemets, c'est... donc je m'occupe des vaches, donc de les nourrir le matin. Je m'occupe de la vente directe, donc de la découpe, à la mise en caissette. Et après, voilà, parce que vous faites de la vente directe, voilà. Vous m'avez dit, vous avez même passé un CAP de boucher, oui, pour pouvoir transformer les bêtes. Donc avant de m'installer en 2018, vu que j'étais trop jeune, du coup je me suis lancé dans un CAP de boucher. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans en CAP, et après j'ai travaillé 1 an chez mon patron, et je me suis installé après en 2018. Donc et vous êtes fermier charcutier. Pardon? Vous êtes fermier boucher. Je suis boucher et paysan, voilà. D'accord. Et donc maintenant c'est moi qui découpe la viande à la ferme. Donc on a un local, une petite boucherie. Donc mon frère lui s'occupe des vaches, des céréales, donc faire du foin quand il y a besoin, s'occuper de semer, de passer le déchômeur. Il y a tout plein de travail à s'occuper. Et donc voilà. Et votre père? Et mon père, lui, on est un peu tous polyvalents, on sait à peu près tous faire la même chose. Donc tout le monde met sa main à la pâte. Vous avez fait le choix du label rouge? Oui. Alors nous, vu qu'on fait de la vente directe, le label rouge, c'est un gage aussi de qualité pour les gens qui achètent notre viande. Donc avec un cahier des charges aussi à respecter. Et puis les gens aussi sont demandeurs de ce label rouge, où ils aiment savoir comment sont produits nos vaches, et avec ce qu'elles mangent. Et les gens sont de plus en plus intéressés par ça d'ailleurs. D'accord. Et donc ce label pour vous c'est important, vous pensez que ça vous ramène plus de gens? Enfin, est-ce que ça permet aux gens, comment on fait nous pour choisir un bon morceau de bœuf, une bonne viande de bœuf? Comment on sait qu'elle est bonne, celle-ci plus qu'une autre? Alors une viande de bœuf, donc il y a plusieurs critères. Donc il faut regarder déjà la race, ce que c'est. Donc il faut que ça soit une race à viande. Après, dites-moi les races à viande. Donc une charolaise, une limousine, une blonde d'Aquitaine. Après, il faut regarder le temps de ressuyage de la vache à l'abattoir.
Donc c'est minimum 20 jours. D'accord. Et après... Alors, ça veut dire quoi ces 20 jours là? Alors c'est du moment où la vache est à l'abattoir, donc est morte à l'abattoir, il faut qu'elle ressuie, donc c'est qu'elle perde son sang dans l'abattoir, quoi. Qu'elle reste donc là-bas. qu'elle reste dans des frigos, c'est des frigos qui comment on le sait ça? alors c'est aussi notre boulot d'expliquer aux gens comment ça se passe et c'est pour ça que les gens nous demandent aussi. Et après il y a le morceau aussi, donc un morceau de jarret, on va pas faire un morceau de beefsteak avec. Voilà, chaque morceau de viande a sa spécificité et son emploi voilà, dans la cuisine. Oui, voilà, c'est important de bien choisir pour faire. Donc, d'où l'importance, vous êtes chef, donc je vais vous présenter tout à l'heure, Victor, vous faites attention à ça quand vous choisissez votre morceau de viande, il faut que ce soit adapté. Le monsieur disait par rapport à ces carcasses, donc dans un bœuf, c'est comme le cochon, tous se récupèrent, même les os pour faire des fonds. Et par exemple, le sauté de bœuf comme ça, on peut faire avec du paleron, c'est assez dur. Et le collier, les jarrets, ça mijote pendant 4 heures, ça cuit pendant 4 heures. Oui. Après, tout ce travail dans le bœuf. Donc chaque morceau a son usage. Voilà, son usage. Alors comment se fait-il que quand même on mange de la viande tous, on a besoin de vous, enfin, ce sont quand même les agriculteurs qui nourrissent la population française. Alors, comment se fait-il qu'on entend dire, et puis vous allez me le confirmer, pourtant c'est difficile de vivre de ce métier. Comment vous expliquez ça, peut-être, Jean-Bernard Rassala? Comment est-ce qu'on explique le fait que les agriculteurs ou les éleveurs ne sont pas rémunérés à la juste hauteur de leur travail? C'est qu'on ne fixe pas nos prix de vente, on fait partie de ces professions qui ne fixent pas leur prix de vente et on a des coûts de production qui évoluent. On l'a vu en 2022, une forte augmentation et on a du mal à répercuter auprès ce qu'on appelle les intermédiaires. Donc c'est l'abatteur, c'est la boucherie, la GMS, nos augmentations de coûts de production. Parce qu'au bout du compte, les chiffres disent qu'un agriculteur, le revenu est à peine supérieur à 700 € par mois. La moyenne est à 700 € par mois pour se prélever de l'argent, mais aussi pour développer l'entreprise, puisqu'on est à la tête d'exploitation d'entreprises agricoles. Et donc il faut aussi assurer son développement, et c'est vrai qu'avec 700 € pour pouvoir vivre et développer, c'est compliqué, et c'est ce qui explique aujourd'hui la morosité qu'on peut rencontrer dans l'élevage. Ouais. Et un phénomène qu'on appelle la décapitalisation, c'est la baisse du cheptel de vaches parce que des agriculteurs jettent l'éponge. Alors, c'est la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à continuer? Parce que vous m'avez dit tous les deux que l'agriculture, c'était votre choix premier. Voilà, vous n'avez même pas réfléchi à autre chose. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer dans ces conditions-là? C'est le plaisir d'être avec les animaux, aussi d'être dehors toute l'année. C'est une façon de vivre aussi, c'est un tout. C'est le plaisir d'être avec ses animaux, d'être dans la nature, voilà, et d'être son patron aussi. Et d'être son patron, c'est important ça. Oui. Non mais voilà, je vous disais que j'avais jamais imaginé faire autre chose, et encore aujourd'hui, même si c'est pas simple, le métier est pas simple, je ne m'imagine pas faire autre chose, parce que c'est vrai qu'on a cette proximité avec la nature, cette liberté. Et pouvoir travailler avec du vivant, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Alors ça a aussi quand même des limites, parce que on a aussi des vies de famille à avoir, et c'est pas toujours simple. Oui, on arrive quand même à gérer les deux. Il faut. Oui, parce que on aime nos animaux. Même si effectivement on sait que la finalité c'est pour qu'on puisse les manger, mais on aime nos animaux, mais il faut aussi qu'on puisse vivre à côté.
les agriculteurs sont comme n'importe quel habitant de la société. On veut pouvoir prendre des week-ends. Nos compagnes ou nos compagnons sont bien souvent aujourd'hui travaillent à l'extérieur, donc on veut pouvoir profiter de la vie de famille aussi. Et alors, la difficulté du métier, il faut rajouter aussi l'agribashing, qui sont ces groupuscules d'activistes qui, de temps en temps, débarquent dans les fermes. On a eu un exemple ce matin là, en Aquitaine. Comment vous le vivez, ça? Parce que vous en prenez soin de vos bêtes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces gens-là? Il y a effectivement, les réseaux sociaux mettent en avant régulièrement ces associations. Moi, j'aurais envie de leur répondre qu'ils viennent voir officiellement ou que la société vienne voir dans nos fermes. Et je crois que je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas prêts à accueillir du public pour expliquer ce qu'il fait. Nous, on est allés voir, on a vu vos bêtes, on a vu leurs conditions de vie, la paille, elles ont l'air heureuses. Et ces personnes qui dénigrent le métier, que ce soit de l'élevage, mais c'est aussi dans les autres acteurs de la filière, je me dis qu'aujourd'hui, il vaut mieux qu'on se concentre sur ceux qui aiment la viande plutôt que de s'obstiner à convaincre des personnes qui, de toute façon, ont leurs idées et qu'on n'arrivera jamais à convaincre. Vous en souffrez aussi, vous, de ça ça a des conséquences sur votre métier? Des conséquences, non, mais c'est surtout l'œil que les gens peuvent avoir sur notre métier. Mais après... nous, on fait un métier qui nous plaît et c'est avec plaisir qu'on ouvre notre porte de notre ferme à toutes les personnes qui veulent venir voir. Et puis nous, on aime faire voir aux gens, expliquer. C'est un peu le but aussi, d'expliquer aux gens ce qu'on fait. Alors c'est le but aussi de ces gastronomades, parce que je rappelle, vous avez des stands au gastronomade, donc c'est l'occasion d'aller vous voir, d'aller discuter et pourquoi pas d'engager le débat sur le sujet. Vous avez de quoi leur répondre. Je crois que c'est ça, une partie de notre métier, notre métier a évolué comme n'importe quel métier. Il y a une certaine partie de la société imagine toujours la ferme de nos grands-parents. Sauf que le métier, comme je disais, il a évolué. Il faut qu'on aille expliquer ce que est l'élevage aujourd'hui, parce que c'est important en termes de qualité de viande, mais aussi d'aménagement du territoire, puisque si aujourd'hui on a la chance en Charente d'avoir des beaux paysages ouverts, c'est parce qu'on a aussi de l'élevage qui est présent. Voilà, et que vous entretenez le territoire. Alors vous entretenez le territoire et donc vous produisez de la viande que nous allons déguster avec vous, Victor de Abreu. Alors je ne le prononce pas très bien parce que c'est un nom portugais, vous m'avez dit. Alors, de l'île de Madère. De l'île de Madère. Vous êtes restaurateur à l'auberge des Fins-Bois à Rouillac. Depuis 17 ans. Depuis 17 ans. C'est ma 18e année. Bravo. Et là vous nous avez préparé un sauté de bœuf à la portugaise. Alors, c'est différent, un sauté de bœuf à la portugaise et un sauté de bœuf à la française? En fait, c'est des souvenirs de mes parents. Ma mère, elle faisait ça tous les dimanches, ou le samedi pour le dimanche, parce que plus ça se réchauffe, mieux c'est. Et à la portugaise, parce qu'il y a du concentré de tomates et des épices de mon pays. C'est ce qui fait le petit plus et la petite différence. Après, j'ai appelé à la portugaise, ça peut être un sauté de bœuf à la provençale, ou... J'ai beaucoup d'estime pour ces messieurs ou même Bernard, parce que sans eux, on ne peut pas faire ça. Et puis ils sont vraiment passionnés. Et je précise, le monsieur disait pourquoi la viande française, parce que moi je travaille beaucoup la viande française. Déjà, mon bon Rouillac c'est 40 minutes, et la française, l'européenne, quand elle arrive de loin... Déjà, oui, vous allez vous servir directement chez le producteur? Mais il vient, il vient chez vous? Il vient chez moi et vous faites tout le poisson. Vous êtes en circuit court? C'est ça, le maximum. Et alors je crois que le bœuf au Portugal, c'est une viande de fête, un peu même une viande de luxe. C'est devenu une viande de luxe, c'est une fête. Alors quand vous avez une fête foraine en France, vous avez les manèges, les bonbons. Au Portugal, enfin dans mon île de Madère, enfin, je ne sais plus, mais il n'y a pas les bonbons. C'est tout la vache, il y a le vétérinaire qui passe, et puis la carcasse est suspendue. Vous venez, vous choisissez un morceau de viande, et vous le grillez sur le barbecue directement.
D'accord. Et ça plaît aux Mais enfants, en ça? France, ah, vous les enfants, mais nous, depuis qu'on est petits, Oui, oui, oui. Ils préfèrent pas les les enfants, bonbons. quand ils y vont, ils préfèrent le bœuf que les bonbons. Ah, bah. Parce qu'ils étaient habitués à ça. Mais en France, on ne peut pas faire ça. Non, oula non. Non, mais c'est une belle tradition. Ça existe toujours? Ça existe toujours. Il y a encore cet été, il y en avait. Je vais vous montrer un jour. Bah oui, voilà. Bon, là, c'est pas ce que vous nous avez. Vous faites ça à Rouillac? Non, vous le faites pas. Ah non, Non. Là, vous nous avez préparé, on va se rapprocher pour peut-être discuter un petit peu ou déguster ce que l'on peut de ce bœuf à la portugaise. Oh, c'est ça. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans alors? Alors là-dedans, vous avez des oignons, des navets, des chou-fleur, des brocolis, des carottes jaunes. D'accord. Donc on fait revenir la viande assaisie à feu bien fort pour permettre de garder cette croûte, comme ça elle est moelleuse à l'intérieur. D'accord. Donc si vous faites bouillir, donc elle sera dure et puis ça c'est pas bon. Donc ça c'est votre petit secret du chef. Voilà, on sort la viande, on met dans un faitout et puis après on déglace, on met les oignons, les légumes. Et après, on le fait cuire pendant 4h30, je crois, à feu d'eau, sans la brusquer. Quel est votre morceau de bœuf préféré, vous? Je m'adresse aux éleveurs. Là. Eh ben, moi, je vais être honnête avec vous, moi, c'est les bourguignons que j'aime. Donc, le bourguignon, on peut le faire avec plusieurs viandes. Donc, Mais dans le bœuf, est-ce qu'il y a une partie que vous préférez en particulier? Non, moi, j'aime bien les plats mijotés, donc... D'accord. Ben, avec le bœuf bourguignon, on peut faire ça. Ouais. Avec, vous voyez, ça c'est fait à la fourchette. Donc, ça part tout seul. Vous n'avez pas besoin de... Ben, écoutez, je l'ai goûté même froid, c'est très bon. C'est très bon parce que c'est en effet très épicé, très parfumé. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes tous les agriculteurs et les restaurateurs gastronomates ce week-end à Cara et que c'est l'occasion, comme on le disait tout à l'heure, de venir vous voir, de discuter, de vous rencontrer et que chacun puisse expliquer son métier. Vous le ferez tous avec plaisir. Et puis, si jamais... j'ai encore on boire un verre d'eau. Et donc, si on ne vous trouve pas au Gastronomade, on peut vous trouver sur la plateforme penserlocal16.fr. Vous êtes tous référencés et c'est l'occasion après de peut-être se mettre directement en contact. Et demain, nous, on se retrouve pour une nouvelle émission et nous recevrons cette fois-ci des producteurs de porc. Merci à tous et à demain. Merci. Merci.